l'AES soi-disant isolée. Les États-Unis insistent qu'ils veulent se réengager auprès des 3 États souverains du Sahel, l'AES soi-disant isolée. Le gouvernement américain a annoncé la création d'une chambre américaine de commerce afin d'encourager les investissements au Mali. Donald Trump était allé jusqu'à saluer même l'arrivée de l'ambassadeur burkinabé, affirmant que les 2 pays partagent un intérêt pour l'amélioration de la prospérité de leur nation. Trump a également exprimé son souhait de renforcer la coopération avec le Mali dans des secteurs stratégiques tels que le commerce, l'énergie, les ressources minières et les télécommunications. L'émissaire de Donald Trump, William B. Stevens, a assuré qu'un partenariat solide et respectueux de la souveraineté nationale était possible, promettant de s'impliquer personnellement pour faire sauter les restrictions liées à l'acquisition d'équipements militaires. En mai 2025, c'est l'ambassadrice américaine au Niger, Kathleen Fitzgibbon, qui avait officiellement présenté ses lettres de créance au président Tchani 2 ans après son arrivée. En fait, Trump veut la totale, un partenariat exclusif. Souvenez-vous, les Américains sont allés jusqu'à affirmer qu'ils ont des équipements adéquats, des connaissances et des forces pour faire face à la menace terreau-terreau. Et que si le Mali décide de travailler avec eux, eh bien, ils sauront comment faire. En vérité, tout ça, c'est la panique stratégique, la famille. L'AES, c'est un marché ouvert, un marché qui s'ouvre, et il semble que la Russie, la Chine, les BRICS avancent, que l'AES se structure, que le CFA vacille et cessera d'exister au sein de ces 3 pays, que l'influence occidentale s'effondre. Alors ils reviennent, sourire aux lèvres. Ils acceptent de négocier selon les termes fixés par l'AES. Et ça, la famille, c'est ce qu'on appelle exercer sa souveraineté, contrairement à d'autres pays africains qui plient encore sous les menaces et les dictats de Washington. L'AES a sans le vouloir facilité plusieurs options à Donald Trump à moins qu'il ne fasse marche arrière. Bien avant 2020, avant même son départ de la Maison Blanche, le message américain était sans ambiguïté. Le général Red Hauser avait déclaré « Nous ne nous éloignons pas », précisant que les États-Unis se réservaient le droit de revenir unilatéralement si leurs intérêts étaient menacés. À l'annonce du retrait américain du Sahel par le camp Trump, Florence Parly, alors ministre française des Armées, s'était précipitée à Washington en janvier 2020 pour plaider le maintien du soutien américain. Ce n'était pas un simple geste diplomatique. Les États-Unis apportaient un appui logistique crucial à l'opération Barkhane, estimé à plus de 45 millions de dollars, incluant le transport aérien, le ravitaillement en vol et surtout le plus important, le renseignement. Sans ce soutien, la France perdait l'essentiel de sa capacité d'action. Barkhane, malgré ses moyens militaires, restait largement tributaire de l'appui américain. Même le G5 Sahel dépendait de Washington en matière de renseignement, de logistique et de fourniture. D'après le sénateur Lindsey Graham, entre 800 et 1000 militaires américains assuraient à eux seuls le socle logistique des opérations françaises dans toute la région. À Munich, le président Macron avait tenté d'arracher à Donald Trump une reconduction du soutien. Il a même reconnu, sans les États-Unis, la France ne pouvait rien faire au Sahel. Ce que Donald Trump n'avait pas prévu, c'est que le vide laissé au Sahel serait rapidement comblé. La Russie, la Chine et la Turquie se sont engouffrés dans la brèche. Donald Trump pensait que sans l'Amérique, Africains et Européens reviendraient supplier. Côté européen, il avait raison, parce qu'après son départ, le président Macron s'est tourné vers Joe Biden pour proposer une mutualisation des forces occidentales en Afrique en août 2024. Mais l'AES, elle, ne s'est pas agenouillée, elle s'est redressée. Elle a assumé le vide laissé et elle a même transformé ça en levier. Le départ forcé des troupes américaines de la base 201 à Agadez a eu un effet collatéral. Les Américains en ont profité pour se désolidariser discrètement de la France et se préparer à revenir seuls selon leurs propres intérêts. Un sénateur américain avait lancé à Donald Trump en 2020 « Pourquoi nos soldats devraient-ils mourir au Sahel pour les intérêts français ?» Trump craint aujourd'hui une chose, que la Russie verrouille totalement le Sahel, que la Chine s'y implante durablement
et que l'Afrique francophone lui échappe pour de bon. Si l'AES rompt avec Paris pour traiter directement avec Moscou, Pékin ou Ankara, alors Washington n'aura d'autre choix que de s'en rapprocher, même si cela implique de coopérer avec des régimes militaires. Dans l'esprit de Donald Trump, mieux vaut un militaire souverain qui contrôle son pays qu'un président civil élu sous tutelle occidentale ou française. Le Mali, le Niger et le Burkina sont devenus des puissances régionales appuyées par des opinions publiques, c'est un fait. Le rapprochement AES, Russie, Iran, Corée du Nord, Chine est une alarme rouge à Washington. Et si Donald Trump ne revient pas vite, le Sahel risque de devenir un bastion géopolitique totalement hors de portée des États-Unis, hors de contrôle. Et cela, même Trump ne peut l'accepter. Trump, c'est des deals, c'est un repositionnement, c'est une reconfiguration. Ce n'est pas de l'amour, ce n'est pas des regrets, c'est juste une façon, une manière de contrer la Chine et la Russie. Le président Assimi Goïta ne militarise pas le Mali pour simplement faire face à des groupes armés. Non, non. La réalité dépasse le narratif de terreau-terreau. Ce qu'il affronte, c'est un système, une architecture impériale en crise au Sahel, une matrice d'influence occidentale qui vacille. En vérité, la menace est plurielle. Terreau-terreau certes, mais aussi étatique, technologique, médiatique, monétaire et géopolitique. Ce que Assimi Goïta prépare, c'est un choc systémique, un basculement post-CFA, post-CEDEAO, post-protectorat occidental. Le Mali s'extrait de la tutelle, et ceux qui perdent leur proie à la famille ne se retirent jamais en silence. Alors Assimi anticipe, il arme, il verrouille, il rend le sol malien étanche aux ingérences. Ce n'est pas de la paranoïa, comme certains le disent, c'est de la lucidité géostratégique. Il sait que la prochaine contre-offensive sera complexe, hybride, perfide. Propagande, sabotage économique, sanctions ciblées, tentative de coup d'État, infiltration, faux ONG et mercenaires déguisés en sauveurs de la démocratie. Il s'agit d'un bras de fer où il a compris que la dissuasion devient la nouvelle diplomatie. Je veux même vous dire, la famille, le vrai arsenal malien, celui qui compte, celui qui inquiétera l'ennemi, ne défile pas dans les rues en étant filmé. Il ne se montre pas sur les réseaux sociaux. Oui, et c'est valable pour les deux